locale, de la structurer au niveau industriel et de créer des emplois dans les secteurs plus ruraux aussi de Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà, de faire bénéficier aussi de la dynamique du centre-ville aux territoires plus ruraux. Et le dernier sujet qui était aussi lié à notre contexte, c'était qu'en milieu urbain, la construction bois permettait également de diminuer les nuisances liées au chantier, d'améliorer aussi les conditions de travail via la préfabrication et la construction d'ateliers, la construction hors site, et d'aller plus vite. Donc tous ces arguments-là, c'est des arguments que vous connaissez tous de la stratégie bois, mais c'était vraiment aussi cette idée-là au départ pour le PA de promouvoir pas que les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux économiques et d'optimisation des chantiers. Donc en ce qui concerne les réalisations sur le territoire de l'OIN, il y a vraiment une montée en puissance des ambitions tout au long des années. Donc ça a démarré en 2011 avec un premier immeuble de bureau, qui est l'immeuble Perspective proposé par Pichet, qui a été livré en 2017. Donc un immeuble en bois local qui est à Bordeaux. Ensuite, en 2015, là, l'ambition allait passer à 10% des projets qui correspondaient à 25 000 m² par an pendant 10 ans de production d'immeubles construction bois majoritaire. Donc c'est à ce moment-là qu'est apparue la notion de pourcentage dont on parlera tout à l'heure de structure bois, donc les 66% structure bois majoritaire dans les ambitions de l'EPA. Puis en 2016, il y a eu les projets liés à la réalisation des tours. Donc là, on était vraiment sur des emblèmes, disons, la volonté d'avoir des immeubles un peu totems de construction bois. Donc ça a donné naissance aux 2 tours Hyperion qui est aujourd'hui en construction et Silva qui va démarrer, donc par Eiffage et puis par Kaufmann. Et en 2018, dans l'idée de massifier la construction bois, tout un nouveau quartier a été lancé en structure majoritaire bois, donc le quartier Armagnac Sud à Bordeaux, qui correspond à un quartier de 16 immeubles, 120 000 m² de surface de plancher. Donc sur l'AMI en 2018, il y a eu 57 réponses et des projets aujourd'hui qui sont à des stades d'avancement assez différents, mais qui avance aussi plutôt bien. Donc l'idée là, c'était vraiment de changer d'échelle et on est maintenant passé dans une stratégie vraiment de massification. Donc pour tous les projets qui s'engagent sur le territoire de l'OIN depuis 2019, on demande à ce que les projets soient en structure majoritaire bois. Alors dans un premier temps 2019 pour les fonciers cédés par le PA et puis depuis 2020 pour tous les nouveaux projets. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de massification aujourd'hui. Alors, les tours sont vraiment des objets emblématiques, mais aujourd'hui, on cherche à vraiment plutôt massifier sur des immeubles multi-étagés, plutôt entre R+7 et R+9. Donc, voilà, nos grands enjeux, c'est vraiment de poursuivre l'accompagnement de la filière pour structurer l'outil industriel, pour contribuer à recréer des emplois industriels locaux aussi, de moderniser et d'apporter aussi nos remarques sur les freins que l'on rencontre au niveau réglementaire notamment, pour faciliter l'usage du bois dans les projets futurs. Et puis de continuer bien sûr à favoriser la construction en bois local, transformée localement pour répondre aux enjeux climatiques. Donc on est vraiment là sur une présentation assez générique. Donc quand on est passé sur des enjeux plus opérationnels de suivi des projets, on s'est posé rapidement la question et puis il y a aussi les porteurs de projets immobiliers nous ont posé la question de très bien, faisons de la construction bois, 66% de bois majoritaire dans la structure, qu'est-ce que ça veut dire? On était vraiment confronté à un enjeu opérationnel de comptabilisation de la part de bois dans les projets. Donc, on s'est posé la question avec le FCPA début 2019 de définir ensemble une méthode d'évaluation unique qui nous aide à nous, EPA, à juger de la part de bois dans les projets proposés, de permettre aussi des analyses comparatives et d'avoir une méthode d'évaluation unique qui soit applicable à tous les projets
pour déterminer la part de gros œuvres bois. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé une mission avec le FCBA pour produire cette méthode d'évaluation qui définit notamment l'unité de comptabilisation, ce que l'on peut compter, ce qu'on ne peut pas compter, ce qu'on choisit plutôt de ne pas compter, et une méthode d'évaluation qui sera également applicable à tous les systèmes constructifs qui existent. Donc ça pose des questions assez techniques. Donc je vous préviens, pour la suite de la présentation, je vais vraiment axer le sujet sur l'outil. Donc c'est assez technique. Donc l'outil Scorebois, pour nous, c'était vraiment déjà un sujet de calculer le volume de bois. Mais on ne parlait pas d'impact carbone ou de provenance des bois. Là, l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit simple et qui soit appropriable facilement par les bureaux d'études et qui puisse être renseigné très en amont dans les projets pour permettre un échange avec le PA. Donc, pour faire ce calcul, on est parti sur quelques parties pris méthodologiques. Et la méthode qui a été retenue, ça a été d'abord de décomposer chaque bâtiment en parties d'ouvrage. Je vais revenir ensuite plus en détail sur comment on a réfléchi. De pouvoir définir un périmètre de comptabilisation entre les parties d'ouvrage qui sont incluses et celles qui sont exclues dans la comptabilisation. Pour chaque partie d'ouvrage, ensuite, il fallait définir les règles de comptabilisation du bois, les règles de comptabilisation des autres matériaux et pouvoir le faire pour les différents modes constructifs qui étaient retenus. Donc, dit comme ça peut paraître assez évident, mais en réalité, on s'est posé énormément de questions sur qu'est-ce que l'on compte. Est-ce qu'on compte du volume? Est-ce qu'on compte une masse de matériaux? Est-ce qu'on compte des volumes réels, des volumes fictifs? À quoi on ramène notre indicateur pour qu'il ait une unité fonctionnelle qui soit la bonne et qui soit comparable aussi entre les projets. Et enfin, une fois qu'on aura défini la méthode, qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte que les projets n'atteignent pas les 66% que l'on attendait, puisqu'en fait, finalement, le seuil aurait pu être revu à la baisse ou à la hausse. Donc voilà, les différents points méthodologiques qui nous ont posé question, c'était quelle partie d'ouvrage on compte, quelles règles de comptabilisation on applique et quel seuil finalement on applique pour se dire que le projet est sérieux, ambitieux du point de vue de la construction bois. Donc sur les différentes parties d'ouvrage qu'on a choisi de comptabiliser, donc on s'est concentré sur globalement les parties de grosses œuvres, donc que ce soit les systèmes poteaux-poutres, les murs porteurs intérieurs, extérieurs, les planchers intermédiaires, la charpente ou la structure de toiture terrasse, les cages d'escalier et d'ascenseur, et on a rajouté en complément les façades non porteuses. Là où c'était peut-être plus difficile, c'était de donner des exclusions dans le périmètre de comptabilisation. Donc, on aurait pu considérer qu'on comptait la totalité et l'intégralité de toutes les parties d'ouvrage. Nous, on a choisi de plutôt comptabiliser des parties d'ouvrage sur lesquelles il est possible d'agir significativement sur la part de bois. Pour pouvoir essayer de compter dans l'assiette de calcul les parties où il est possible vraiment d'avoir du bois, ou en tout cas sans trop de contraintes. Donc c'est pour cette raison qu'on a exclu de la comptabilisation tout ce qui concerne les parkings, les locaux techniques, les planchers bas de rez-de-chaussée, et puis les balcons et les loggias qui relèvent plutôt de cas plutôt exceptionnels. Donc vraiment, notre périmètre, il est concentré sur les parties qui peuvent intégrer du bois en quantité. Donc ça pourra faire l'objet aussi d'évolutions sur les futures versions de l'outil, s'il y en a, si dans quelques temps, on arrive à faire des parkings souterrains en structure bois. Voilà, aujourd'hui, c'est pas le cas, en tout cas, c'est pas facilement le cas. Pour ce qui relève des modes constructifs retenus. Donc, on a choisi de pouvoir détailler les différents modes de calcul selon si on est en ossature bois, en poteau-poutre bois,
en CLT ou avec des systèmes constructifs mixtes. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment se présente l'outil. Donc, c'est un outil Excel, je ne l'ai pas dit, mais comment on peut manipuler chaque onglet de l'outil pour pouvoir intégrer et préciser quel est le mode constructif retenu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'outil n'est pas là pour calculer du volume de bois à proprement dit, mais pour afficher un score. Qui donnera l'ambition du projet sur la part de gros œuvres bois. Ce qu'on a souhaité, ce n'est pas de mettre plus de bois que de béton, mais c'est de partir sur un ouvrage, on va dire, vertueux pour les ambitions que l'on a de bâtiments de quatrième famille et au-delà. Actuellement, on part sur des projets en règle générale qui sont du style poteau, poutre, bois, plancher mixte bois-béton, ou avec des refends qui peuvent être en CLT ou en ossature bois, et de la façade ossature bois. Ça, c'est, on va dire, c'est pas le cas général, mais c'est en majeure partie les bâtiments de construction bois que l'on voit aujourd'hui. Donc à partir de ça, on a fait un constat de qu'est-ce qui était plus préférable en bois dans tel système constructif, sachant qu'on a aussi une particularité, c'est qu'on a la directive des pompiers, le SDIS de Bordeaux, qui a imposé finalement des parties d'ouvrage en béton. C'est notamment le cas des cages escaliers pour lesquels on s'est dit que cela, il fallait le garder, on va dire, c'était comptabilisé en bois, c'était possible en bois, mais pour nous, dans notre cas, la plupart des projets répondaient en béton. Et ensuite, on a aussi l'idée d'avoir des systèmes où finalement, technico-économiquement parlant, c'est plus jouable. Par exemple, je prends l'exemple du CLT en façade. On a trouvé plus judicieux d'avoir du CLT dans les murs de refend ou dans les planchers plutôt qu'en façade. Et on a plutôt favorisé, dans ce cas-là, la façade ossature bois. C'est tout plein de réflexions qu'on a eues pour mettre finalement le système constructif le plus performant au bon endroit. Effectivement, donc j'allais y venir. En fait, voilà, donc là, vous avez une présentation de comment se présente l'outil. L'idée, c'est vraiment de pouvoir renseigner. Là, donc on serait sur un bâtiment. Donc, il y a plusieurs onglets de ce type-là. Si jamais on a un macro-lot qui permet de renseigner un onglet, un bâtiment. Pour les règles de comptabilisation applicables, l'idée, ça a été de ramener les volumes de bois à une unité fonctionnelle qui est celle de la surface de plancher. Donc, pour chaque bâtiment, on demande à saisir ici la surface de plancher concernée. Et ensuite, pour comptabiliser chaque partie d'ouvrage, donc c'est ici en ligne, on différencie les volumes qui sont en bois des volumes qui sont dans les autres matériaux. Donc, pour faire le calcul de volume, on a choisi de passer par deux informations intermédiaires qui sont d'abord la surface de chaque partie d'ouvrage concernée multipliée par un ratio. Donc, c'est là que sont venues se poser un certain nombre de questions méthodologiques, puisque donc, pour comptabiliser des surfaces, quand on est sur des planchers CLT ou des murs, c'est assez simple d'imaginer comment on calcule les surfaces. Quand on passe déjà sur une toiture, on s'est posé la question de surface de rampant, surface projetée, donc on est plutôt parti sur les surfaces projetées. Et puis pour les poteaux-poutres, ici on l'a carrément éliminé pour passer directement sur des données en volume, puisque ça n'avait pas de sens de calculer des surfaces de poteaux. Voilà, on est parti sur les volumes liés au linéaire de poteaux et de poutres. Donc pour les surfaces, la seule subtilité ici, c'est les toitures qu'on choisit de comptabiliser en surface projetée et pas en surface de rampant. Vient ensuite du coup le ratio qui permet de calculer le volume final. Donc quand on a des murs CLT ou des planchers CLT par exemple, là c'était assez simple de comptabiliser une épaisseur pour avoir un volume. Là où on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un biais lorsqu'on a des modes constructifs à ossature,
ou des planchers solivés, c'est que finalement, on a des volumes de bois qui sont moindres et pour autant, et qui sont du coup défavorisés par rapport à du CLT où on va avoir tout de suite plus de volume de bois. Mais pour nous, l'objectif, c'est pas d'avoir du volume pour du volume, c'est de trouver le bon compromis technico-économique, comme disait Florian. Et donc, du coup, pour ne pas avoir à défavoriser un mode constructif par rapport à un autre, et notamment tout ce qui concerne les structures à ossature, ou les façades à ossature bois, ou les planchers solivés, on a choisi d'appliquer un ratio qui permette de compter les vides pour plein, donc de comptabiliser une épaisseur fictive qui s'applique lorsqu'on est en structure ossature. Donc finalement, on se retrouve à chaque fois avec, pour chaque partie d'ouvrage, des volumes qui sont soit des volumes réels lorsqu'on peut comptabiliser pour le CLT par exemple, soit des volumes fictifs qui sont appliqués quand on est sur des structures à ossature ou des planchers solivés. Donc ça nous donne des volumes de bois, des volumes d'autres matériaux, que l'on ramène ensuite au mètre carré de surface de plancher pour chaque partie d'ouvrage concernée, et qui nous donne finalement un ratio de volume de bois projeté sur 1 mètre carré de surface de plancher et un ratio de volume de autres matériaux par mètre carré de surface de plancher qui nous permet d'avoir un score bois lorsqu'on divise le bois par la totalité des matériaux concernés. Donc c'est pour ça qu'on choisit volontairement de parler de score et pas de volume, comme le disait Florian tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas sur des volumes réels, on est vraiment sur un mix entre des volumes réels et des volumes fictifs, qui nous donne une idée globale de l'ambition du projet, sans être sur des choses très précises. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on a défini la méthode. Et pour ensuite la calibrer, on a fait... alors, peut-être avant de passer au calibrage, pardon. Il y a un onglet de synthèse dans l'outil qu'on vous communiquera également, je crois qu'il sera mis sur l'extranet d'Adif Bois. Qui permet, donc pour chaque partie, donc là je parle les onglets, en fait, il y a par exemple le macro lot avec 5 bâtiments, on a le résultat pour chaque bâtiment et puis ensuite le résultat global à l'échelle du lot. Voilà, donc ça permet d'avoir une synthèse qui se calcule automatiquement. Et puis est revenue plutôt la question du seuil, puisque nous, on avait depuis longtemps communiqué à l'EPA sur une stratégie autour de 66% de bois, sans avoir réellement de méthode de calcul associée. Donc, pour regarder si on avait besoin ou pas de recalibrer notre niveau d'ambition et le seuil que l'on demandait, on a fait appel aux porteurs de projets volontaires pour nous faire des retours d'expérience sur la version bêta de l'outil. Donc là, on a eu à la fois des retours directement de certains porteurs de projets que le FCBA a pu regarder. On a eu aussi des contributions de certains BET. Donc, effectivement, je remercie aussi Philippe Bontemps qui a beaucoup travaillé et qui reconnaîtra ces illustrations sur cette slide, qui nous a bien aidé à définir le seuil. Et aussi un projet fictif qui a été élaboré par le FCBA pour essayer de se dire que si on prend un projet aujourd'hui qui est un projet plutôt... qui fait consensus en termes technico-économiques, c'est-à-dire un projet avec un noyau béton, des poteaux-poutres bois, des façades à ossature bois et des planchers mixtes. Quel est le seuil que l'on peut atteindre avec notre méthode? Donc finalement, en recroisant toutes ces informations, que ce soit sur le projet fictif ou des projets que l'on sait ambitieux en termes de bois, que ce soit Hyperion ou le projet Piché dont je parlais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on arrivait à un résultat très proche de 66%. Donc, on a choisi, grâce à ces retours d'expérience-là, de maintenir notre seuil à 66%. Voilà. Donc, il y a diverses configurations possibles. On n'est pas sur une seule méthode possible, mais on sait qu'aujourd'hui, des projets sérieux en bois, ils doivent arriver à un seuil autour de 66%. À l'inverse, si on a des projets qui nous proposent que des planchers CLT ou que des façades ossature bois, voilà, pour nous, c'est pas suffisant. Donc, voilà, je suis passée assez vite sur toute cette méthode, mais simplement pour dire que cet outil, pour nous, c'est vraiment un outil qui doit être utilisé plutôt en amont, en phase de conception. C'est vraiment un outil d'aide à la décision et de discussion aussi entre le porteur de projet immobilier et le PA, qui nous permet vraiment d'échanger, éventuellement de solliciter des experts pour aider les porteurs de projet à avancer sur la conception de leur projet. Et aussi, c'est un mode de preuve du respect des engagements contractuels entre les porteurs de projet et le PA, puisque dans le cadre des promesses et des actes de vente, la construction bois fait partie des engagements.
Donc, on est globalement sur un outil pour nous qui justifie l'ambition bois des projets. Alors, on pourrait éventuellement vouloir continuer, aller plus loin sur d'autres aspects. Aujourd'hui, cet outil, voilà, c'est pas on peut pas lui donner tous les. Enfin, on peut pas dire que c'est un outil de comptabilisation de volume réel, par exemple. C'est pas son rôle. C'est pas non plus un outil de calcul de l'impact carbone du projet. Et aujourd'hui, on a volontairement choisi de ne pas aller là-dedans parce qu'il y a des outils, d'autres outils d'ACV, de labels qui permettent de justifier cet impact-là. Et ce n'est pas non plus un outil qui nous permet d'intégrer les aspects de provenance ou de transformation du bois. Donc, ce n'est pas un outil qui nous permet de faire de la traçabilité aujourd'hui. Donc, on travaille un peu sur tous ces aspects-là. Mais l'outil présenté aujourd'hui, c'est vraiment que sur le bois. Et c'est la combinaison de différents outils pour nous qui permettront à la fois de s'assurer du volume de bois, puis par ailleurs ensuite de l'impact carbone ou de la traçabilité. Ça, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit beaucoup aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis arrivée au bout de ma présentation.